Alors, on a pu on a eu trois périodes historiques, l'Antiquité, l'époque moderne et l'époque contemporaine. On a fait l'impasse sur le Moyen Âge, mais je pense qu'on aurait trouvé évidemment des femmes créatrices au Moyen Âge. Et donc, on se rend compte évidemment que les femmes créent, quelles que soient les périodes, et que il est bien évident qu'elles sont aussi créatrices que les hommes, sauf que ce travail est en général moins visible. Même s'il y a eu des parenthèses enchantées, qui sont quand même relativement rares, je pense, dans l'histoire. On va peut-être maintenant laisser pour un très peu de temps la parole à la salle. Si vous avez des questions à poser à l'une ou l'autre de des intervenantes. Merci à toutes. J'avais une question concernant l'idée d'avant-garde ou d'invention. En rapport à ce que tu as dit, Cécile, on voit bien qu'au XXe siècle, les femmes sont de fait pionnières. Elles inventent un certain nombre de choses, ce qui a été vraiment peu reconnu. Est-ce que tu pourrais dire un mot là-dessus? Et est-ce qu'on peut dire la même chose des femmes de cette parenthèse enchantée que vous avez présentée? On a l'impression qu'elles sont plus dans le mainstream de l'art de leur époque. J'ai pas l'impression que les femmes, même si elles ont été reconnues pour ce qu'elles faisaient, étaient à la pointe de l'invention à l'époque où elles créaient. C'est une double question à deux personnes. Oui, je peux... Enfin, tu le sais aussi bien que moi, mais c'est vrai que peut-être ce qui caractérise, je dirais, l'émergence des femmes dans le domaine de l'art au XXe siècle, c'est l'affirmation peut-être d'une différence, ou en tout cas l'utilisation de leur marginalité comme une force dans leur travail. Donc c'est finalement tout ce qui relevait du domaine du féminin et qui, à mon avis, je crois, pendant la période classique, a été très codifié. La peinture de fleurs, la peinture sur porcelaine, les portraits d'enfants étaient vraiment un genre féminin pour la part professionnelle du monde artistique. Et ce qui est... oui, sans doute une manière pour les femmes du XXe siècle de s'affirmer et de déconstruire en fait ces barrières ou cette codification. Ça a été d'abord de les subvertir de l'intérieur. Donc, effectivement, tout ce qui relève, par exemple, du travail sur le textile, on sait qu'elle est aujourd'hui la part immense du côté des femmes sur ce travail avec la couture, avec la broderie, qu'on pense à Annette Messager aujourd'hui, les portraits d'enfants aussi, c'est assez intéressant de voir comme elles vont aller vers une sorte de défiguration de ce qui pouvait paraître comme intouchable autour de l'enfance ou de la maternité. Enfin, il y a une certaine forme de violence nécessaire qui renvoie à la violence de la marginalisation des femmes. C'est vrai. Je dois répondre à un micro. Oui, je sais pas s'il marche, oui. Il marche. C'est la question de quelqu'un qui travaille sur l'époque contemporaine, je pense. Non, mais c'est très intéressant. L'originalité, en fait, l'idée que... Est-ce que l'originalité, c'est une notion historique. Enfin, c'est une notion... c'est la grande réforme de l'École des Beaux-Arts de 1863 qui met l'originalité pour la première fois dans les réquisites des programmes pédagogiques en art. Donc... l'époque qui m'intéresse, moi, elle est bien antérieure. Et après, tout dépend ce qu'on entend par originalité. Si on entend originalité dans le sens de subversion et d'avant-garde, c'est clair qu'on n'est pas du tout là-dedans, mais ni pour les hommes. Hein. Enfin, là, à l'époque, on considère vraiment avant ce que Pierre Bourdieu a appelé la révolution symbolique, en fait, hein, qui est l'apparition de la modernité. On considère vraiment que l'art, c'est pas une marche en avant comme ce qu'on considère aujourd'hui, qui serait
un cheminement vers toujours plus de subversion et toujours plus de nouveautés et d'originalité. À l'époque, on considère vraiment que l'art, c'est un cercle. Enfin, il faut revenir vers l'âge d'or de l'Antiquité. On ne considère pas que les artistes ont pour devoir de créer du nouveau, mais de refaire ce qui était considéré comme l'idéal, c'est-à-dire l'idéal antique, puis de la Renaissance. Donc, du coup, les femmes font pas exception. elles sont vraiment dans cette idée-là. Donc après, si on parle de créativité, oui, elles inventent des choses. Elles apportent leur pierre à toute cette idée-là. Mais ma foi, non, on peut pas. L'avant-garde, c'est pas d'actualité à l'époque, donc non. Non, mais ma question portait sur effectivement l'originalité, peut-être plus. Enfin, en quoi est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des points communs toutes ces artistes femmes qui sont mises en valeur ou pas du tout? Ou elles sont exactement, elles font ce que font les hommes de l'époque? Elles font exactement ce que font les hommes de l'époque. D'accord. Ouais, exactement. Merci. Bonjour. Moi, j'ai 2 réflexions à faire. La première, vous avez parlé de Sonia Delaunay. Et moi, je me souviens parfaitement qu'elle a dit qu'au départ, enfin, quand elle travaillait à côté de son mari, elle mettait toujours en avant son mari, et en disant qu'elle, ce qu'elle faisait, c'était pas important, c'était du décoratif. Bon. Il a fallu attendre que son mari disparaisse, finalement, pour qu'elle soit réellement reconnue comme un peintre à part entière. Donc il y a toujours malgré tout cette position, et qui reste encore aujourd'hui valable, de la femme s'efface tout de même derrière le mari. Il ne faut pas qu'elle le dépasse. Bon, on a vu ça avec un certain nombre de peintres. Je pense que le seul exemple où il y a vraiment eu une égalité entre l'homme et la femme au sein d'un couple artiste, je pense qu'on peut parler de Niki de Saint-Phal et de son compagnon Tinguely. Tinguely disait « elle est meilleure que moi ». C'est une très grande artiste. Elle-même était une femme dans la révolte. Je pense que personne ne peut nier cela. Et qui a dépassé très largement certains préjugés. N'empêche que quand on l'interrogeait, on lui disait « Mais ce que vous faites, c'est un art de femme ». D'un air de dire, c'est un art mineur, puisque c'est un art un peu, disons, spécialité pour les femmes. Et que très souvent... Pour Sonia Delaunay, ça s'est révélé aussi. C'est-à-dire qu'elle a commencé par les arts décoratifs, c'est-à-dire l'art qui était réservé aux femmes. Donc c'était tout de même très difficile, et ça le reste encore, de passer ce clivage homme-femme au niveau artistique, de mon point de vue, d'artiste. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Il y avait peut-être faire passer le micro derrière. Là. Merci. Et puis Catherine après. Voilà. Super. Plutôt une question pour Séverine Sofiou. J'aurais voulu savoir si vous avez des éléments d'explication ou des hypothèses concernant les raisons de l'ouverture de cette parenthèse et surtout de sa fermeture. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. J'ai. Mais en fait, j'avais prévu d'en parler. J'ai pas vraiment eu le temps. Mais évidemment, en fait, les éléments, les facteurs qui ont permis l'ouverture de cette parenthèse sont exactement les mêmes qui ont provoqué la fermeture de la parenthèse. C'est-à-dire que c'est l'ouverture des ateliers prestigieux aux femmes, le fait que hommes et femmes ont la même formation, le fait que juridiquement ils ont le même statut à partir de 1777. Tous ces éléments-là, c'est vraiment un phénomène multifactoriel. Il y a vraiment énormément de choses qui jouent en même temps et qui font que une sorte de miracle historique, tout à coup, les femmes arrivent, elles ont des possibilités. Et en fait, c'est exactement les mêmes facteurs, mais à l'inverse, qui font que ça se referme. C'est-à-dire au moment où les lieux d'éducation se séparent, où les femmes n'ont plus accès aux ateliers prestigieux, où elles commencent à être cantonnées dans les genres mineurs, où le statut juridique n'est plus le même, où en fait, la parenthèse enchantée rencontre complètement les grandes transformations de l'espace de production artistique à l'époque concernée. Donc, à partir du moment où se met en place un marché autonome de l'art, c'est-à-dire à partir des années 1850, les femmes sont perdantes. Ça marchait pour elles quand l'État régulait tout, quand le salon était l'instance
centrale du monde de l'art, là, ça allait. C'était dur pour elles, mais c'était dur pour tout le monde. Et elles y arrivaient. Le taux de médaillés au salon était identique avant 1848. On avait 0,6% d'hommes qui étaient médaillés et 0,6% de femmes qui étaient médaillées. En 1870, on a 0,6% d'hommes qui sont médaillés et 0,01% de femmes qui sont médaillées. Enfin, voilà, les femmes sont perdantes après 1850. Moi, je voulais simplement donner une réponse légèrement différente par rapport à l'originalité des femmes au XVIIIe siècle. Si on a regardé aussi longuement le tableau de Gabriel Capet, qui nous montrait justement Adélaïde Labiguillard, hein, c'est puisque c'est une femme qui l'a peinte en train de peindre. Hein, et ce n'est pas un des hommes dans la salle qui l'a montré ainsi. Oui. Bonjour. Moi, je voudrais reprendre ce qu'a dit Madame sur Sonia Delaunay, mais faire une comparaison avec Natalia Goncharova. Il me semble quand même qu'il faut placer Natalia Goncharova un peu à part. Sonia Delaunay, c'est à peu près pareil. Mais Natalia Goncharova, c'est quand même la première femme artiste à justement ne pas avoir une place inférieure à celle de son mari, qui va rapidement, dans sa production, dans sa créativité, dépasser son mari et qui va justement être un exemple justement pour d'autres femmes de l'avant-garde. Et Sonia Delaunay comme Natalia Goncharova, enfin surtout Natalia Goncharova, elle sort de l'académie de peinture et de sculpture parce qu'elle est sculpteur au départ, sont des femmes aussi qui ont une formation classique, qui vont vers les arts décoratifs parce qu'elles ont un intérêt pour la culture, le folklore, et leur culture. Natalia Goncharova, elle est russe, et Sonia Delaunay, c'est vraiment l'animation, l'enfance animée par le folklore et la musique, soit ukrainienne ou russe. Donc il me semble quand même qu'il faut préciser que Natalia Goncharova... Je pense l'avoir fait dans ma oui, communication. Oui, oui. Non, bien sûr. Mais bien sûr. Je vous rejoins. Moi, elle ça m'a fasciné voilà. de voir la situation absolument exceptionnelle. Elle s'inverse à un moment donné. Attendez, je finis. La situation assez exceptionnelle des femmes russes au début du XXe siècle. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe. Ça a été montré à travers plusieurs expositions. Mais le rapport, effectivement, pour revenir aussi à la question de l'originalité d'un art... De femmes artistes, en tout cas cette manière qu'elles ont eue de s'emparer de formes d'art populaire, etc. C'est tout à fait étonnant. Ouais. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Deux dernières questions avant d'aller faire une petite pause. Un café vous attend à la sortie. Bonjour, je travaille entre texte et image, peut-être comme nous toutes. Et alors, je voulais revenir à quelque chose que Françoise a dit, que j'ai trouvé très intéressant, qui était, en parlant de théocrates, quand les femmes décrivent l'art, comme quand elles sont critiques d'art, elles emploient le vocabulaire du tissage. Et ensuite, j'ai noté textum, techne, poesis, peplos, graphem, la chaîne. Vous pouvez parler un petit peu plus fort ? Vous pouvez entendre, non ? Je recommence dès le début. Donc, je m'intéresse à savoir si dans votre article, on peut trouver un dictionnaire, enfin une liste de tous ces mots. Ça m'intéresse beaucoup. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est que, Cécile, en passant, vous avez parlé des habits poèmes, mais on n'a pas vu une image et j'aimerais bien aussi savoir de quoi vous parlez. Voilà. Donc, la question, c'est sur tout ce vocabulaire spécifique où je pourrais trouver tous ces mots qui parlent. Le vocabulaire du Le vocabulaire que vous avez en utilisé. Grec, alors. Oui, en grec. Bon, écoutez, dans votre article, par exemple. Je les avais mis entre parenthèses, mais comme François, c'est limité, j'ai sauté tous les mots grecs. Écoutez, il y a de très bons ouvrages, les meilleurs, ce sont ceux Elizabeth Barber en anglais. Il y a l'histoire du tissage. Il y a deux volumes. Je me souviens plus des titres.
Il y en a un depuis la préhistoire, et je crois, il me semble, que vous trouvez tout le vocabulaire grec. Je ne sais pas, Louisette, est-ce que tu vois un autre ouvrage à citer dans Svenbro, quoi Svenbro et John Scheid, mais non, pour le vocabulaire, enfin, il n'y a pas de tout. Il travaille uniquement sur le tissage. Ce qui est intéressant, c'est aussi le reste du travail de la laine. Regardez, le mieux, c'est Elisabeth Barber. Oui, bien sûr. Si vous voulez, Sonia Delaunay, elle a vraiment joué effectivement sur ce rapport entre texte et tissu, comme peinture et tissu. J'en ai montré quelques exemples. Et en fait, elle a, comme on va dire, créatrice de mode, elle a créé beaucoup de robes où elle a inscrit des textes sur ces robes. Et ces robes, qui étaient à la fois des robes simultanées, c'est-à-dire des robes tableaux, des robes poèmes, ont inspiré Sandra Ars, qui a écrit un fameux poème qui s'appelle... voilà. Donc le lien est plus dans ce sens-là. C'est elle qui a inspiré Sandra Ars. Elle a illustré un poème de Sandra Ars, mais Sandra Ars a écrit à partir des robes de Delaunay. J'ai une question concernant le tissage. Avec plaisir. Donc j'ai une question sur le tissage. Est-ce que c'était à chaque fois des travaux d'une personne ou c'était des collaborations de plusieurs personnes? Et si c'était de collaboration, comme vous dites qu'il n'y avait pas de modèle, est-ce qu'il y avait une sorte de langage? Comment est-ce qu'on communiquait ce qu'on voulait faire ensemble? Est-ce qu'il y avait... Mais les femmes savaient parler. Non, je pense en fait à l'algorithmie. Aujourd'hui, et le fait qu'on ait créé un langage pour parler de ces process-là. Le travail était sûrement très très collectif. Vous avez vu, sur les grands métiers à tisser, il fallait être deux à la fois. Non, ce qui est intéressant, ce qui est mis en lumière, c'est que le calcul est absolument nécessaire. Le calcul mental est absolument nécessaire pour le tissage. Il faut bien s'imaginer une civilisation où il n'y a pas de papier. Hein. On ne peut pas prendre de notes. Hein. C'est antérieur. On peut dessiner sur des tessons, des morceaux de poterie, mais il ne peut pas y avoir de modèle à cette époque. Il ne peut pas y avoir de modèle. Donc il y a un travail mental, et puis bien sûr on copie les couvertures précédentes. Mais je crois qu'une part est faite à la création, enfin, est possible pour la création. Bien entendu, il y en a qui sont nuls, qui n'aiment pas faire la couture, mais il peut y avoir des créatrices très très douées. Et les petites filles qui étaient recrutées pour tisser le péplos d'Athéna, elles étaient 9 avec des femmes. Je pense qu'on choisissait aussi des filles qui étaient douées. Et l'ouvrage qui en résultait faisait l'objet d'admiration. On pense même qu'il était exposé, donc ce n'était pas... Et cela, c'est un témoignage réel. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Écoutez, merci. Merci Séverine, merci Françoise et Cécile.